Merci, Monsieur le Président, de donner la parole concernant le développement clinique des dispositifs médicaux. Alors, initialement, comme vous m'avez appelé, on avait parlé d'évaluation clinique. J'ai préféré parler de développement clinique. Vous verrez pourquoi. Ça va rejoindre un certain nombre de questions qui ont été précédemment posées concernant les dispositifs médicaux. Vous savez tous, vous étant chirurgien, qu'on utilise depuis des années des dispositifs implantables, des implants de paroi, on en a parlé, des prothèses de hanche, des valves cardiaques, prothèses vasculaires. Jusqu'à présent, et pour une grande partie, on avait la seule exigence pour utiliser le marquage CE. Et il y a un article dans le New England qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, effectivement, on peut critiquer, ce sont les Américains, enfin aux États-Unis qui ont fait cette étude. Ils ont comparé les exigences pour les États-Unis contre l'Europe. Et ils sont aperçus qu'en fait, globalement, les exigences en matière de données cliniques étaient moindres en Europe qu'aux États-Unis. Même s'ils ont d'autres problèmes, même si les États-Unis, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas le propos. Et puis, une autre en dessous, là, les 28 stents actifs mis comme marquage en Europe et les 5 stents seulement autorisés par la FDA aux États-Unis. Ça, ce n'est pas dans cet article, mais c'est une évaluation d'une agence européenne dont je tairai le nom. Voilà. Donc, pour vous dire, quand même, d'un côté, il y a on parlera peut-être de laxisme ou de facilité, uniquement avec le marquage CE, et peut-être des exigences un peu plus dures au niveau des États-Unis. Donc, même s'il y a une nouvelle directive, M. Gissin vous en a parlé, qui montre les exigences en matière de marquage CE, puisqu'il faut fournir des données cliniques, mais données cliniques au sens large, et on va voir que toutes les données cliniques n'ont pas le même niveau de preuve, même le niveau de qualité, même qualité. Est-ce que c'est suffisant? Donc, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, que le marquage CE, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors, je pense que c'est un message un peu fort, peut-être un peu utopiste, mais je pense qu'on ne devrait plus pouvoir utiliser un tout nouveau DM ou dit innovant sans la démonstration scientifique du bénéfice pour le patient. Voilà. Donc je pense qu'il faut favoriser ces études cliniques de qualité. Donc, les étapes du dispositif médical. Alors, effectivement, le danger, et ça, M. Gissin a très bien dit, il faut éviter de tomber dans le danger qu'on nous tend, c'est de calquer stricto sensu le dispositif médical avec le développement des médicaments. Je pense qu'il y a des spécificités, etc. Donc il faut bien comprendre qu'on peut faire du développement clinique de qualité pour le dispositif, mais sans pour autant calquer stricto sensu sur le médicament. Ça, je crois que c'est un préalable qu'il faut vraiment retenir. Alors schématiquement, poussé à l'extrême, je pense que pour tous les porteurs de projets, il faut vraiment qu'ils anticipent. Dès que les prototypes sont terminés, il faut déjà qu'ils puissent penser quels sont le type d'études que je vais mettre en place rapidement. Et on peut, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas calquer avec le médicament, on peut distinguer deux grandes étapes. L'étude de faisabilité, et on verra à quoi ça correspond. Et ensuite, la deuxième étape, certes la plus lourde, la plus compliquée, c'est la démonstration du bénéfice clinique. Alors la faisabilité, ça a l'intérêt, alors une ou deux études, il n'y a pas besoin d'en faire des milliers, mais il faut qu'elles soient bien ciblées. C'est déjà savoir sélectionner sur quel type de patient va porter mon dispositif. C'est important. Quel type de pathologie, quel type de patient également. Et ensuite, c'est quand même d'essayer de standardiser cette méthode. Parce qu'on voit très bien, ce n'est pas vous, chirurgien, que je l'apprendrai, que l'implantation, la technique qui entoure le dispositif est très important. Donc c'est le moment pour essayer de standardiser, même si on sait qu'elle va évoluer au cours du temps, mais quand même déjà travailler là-dessus. Et puis, aussi se poser la question, et ça de temps en temps on le voit très bien, même pour des produits qui paraissent innovants, sur quoi va agir ce dispositif? Comment vous allez mesurer que ça va améliorer la santé de vos patients, ça va réduire des morbidités, ça va réduire une mortalité, ou autres critères de jugement. Et ça c'est très important d'y réfléchir très, très rapidement. Et puis aussi de savoir quelles sont les grandes complications. Effectivement, il y a des complications, je ne sais pas qui est-ce qui a un problème, c'est le mien? Non, il est fermé. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est l'étape de faisabilité. Il y a un autre aspect qui est important, c'est lorsqu'on démarre un dispositif avec le prototype, c'est d'essayer sur quelques patients de savoir est-ce qu'il est prometteur. Donc il suffit souvent d'inclure une dizaine de patients pour savoir si le critère d'efficacité que je me suis fixé est atteint, et ça permet de savoir s'il est prometteur et de poursuivre le développement, ou si on n'atteint pas ce seuil, dire peut-être qu'il n'est pas prometteur, donc on va arrêter la fabrication ou investir de l'argent pour un produit qui n'est pas efficace. Donc ça aussi, c'est important à toute cette étape
très tôt de la mettre en place. Et la deuxième étape, eh ben, c'est l'étape, je dirais essentielle, après, c'est la démonstration du bénéfice, hein. C'est-à-dire qu'elle doit s'appuyer sur toutes les études, là où les études de faisabilité, et on doit se comparer à une stratégie de référence. Bon, on verra que ce n'est pas toujours possible, mais au moins réfléchir à ce qu'il existe une thérapeutique de référence qui peut être un autre dispositif, une autre intervention, voire un médicament. Et comment fait-on? Alors là, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est vrai que ça peut peut-être heurter, mais là, la méthode, hein, qui permet de démontrer que le traitement A est supérieur au traitement B, c'est l'essai contrôlé randomisé. Alors, et on voit là cette espèce de pyramide. Ce n'est pas c'est la fameuse pyramide, la médecine fondée sur l'épreuve. Certainement, ce n'est pas quelque chose, une vue purement intellectuelle de quel méthodologiste qui ne voit jamais de patient. Mais c'est vrai que ça permet de montrer que les essais randomisés bien faits, c'est là où on a moins de chances d'avoir de biais. Et on verra, je vous donne une définition, ce qu'est le biais. Ensuite, il y a l'étude de cohorte observationnelle, et puis à la fin, en dessous, il y a les études rétrospectives. Alors, le biais, c'est quoi? C'est simplement, quand on teste une thérapeutique, c'est que est-ce que la différence qu'on observe entre deux traitements est réellement due au traitement ou à un autre facteur qu'on n'a pas maîtrisé? C'est ça le biais. Et malheureusement, si on ne met pas en place ces études pour essayer de réduire ça, on risque de dire que le traitement A est supérieur au traitement B, sans être sûr que ce soit réellement lui. Et voilà, ça peut être les caractéristiques des patients qui sont différents dans les deux groupes, ça peut être qu'on a mis un traitement associé à un autre, alors forcément ça favorisera le traitement, et puis la méthode de mesure, parce que vous savez très bien, c'est pas que le double aveugle en matière de dispositif est souvent impossible, donc si on ne fait pas attention, on peut biaiser la mesure. Voilà, tout simplement pour montrer que quand on a fait un bel essai, idéal, dans ce monde idéal, existe-t-il, j'en sais rien, il y a la seule chose qui doit diverger entre les deux groupes de patients, c'est le traitement qu'on teste. C'est tout. Voilà, c'est tout ça. Tous les autres devraient être contrôlés. L'évolution spontanée de la maladie, l'effet placebo, la différence des soins et les facteurs de confusion. Ça devrait être en moyenne strictement comparable dans les deux groupes. La seule chose qui change, c'est le traitement testé. Voilà, pour vous montrer rapidement une méta-analyse, c'est comme ça, j'en ai pas contre les cardiologues, mais il y a une méta-analyse qui a porté sur des essais contrôlés randomisés et des études observationnelles. On voit que dans les essais contrôlés randomisés sur la mortalité de toute cause des stents à élution, il n'y a aucun effet sur la mortalité de toute cause. En revanche, si vous regardez dans les études observationnelles, il y a un effet positif des stents à élution, avec une grande hétérogénéité des études. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette différence qu'on observe est vraisemblablement pas due au stent actif, mais elle est due à tas d'autres facteurs qui entraînent cette différence. Donc, voilà, ici vous avez toute une liste de ce qu'est être un essai contrôlé randomisé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps, hein, et puis ce n'est pas le propos, mais simplement, on peut, voilà les points importants auxquels doit obéir un essai contrôlé randomisé. Mais, et ça, cette plaque est importante, vous savez tous que tous les essais contrôlés randomisés classiques ne peuvent pas être applicables pour toutes les circonstances. On le sait pertinemment. Par exemple, lorsqu'on comparera une méthode invasive ou non invasive, c'est vrai qu'il peut y avoir du refus des patients, les investigateurs n'ont pas tous les mêmes expertises, et puis, malheureusement, quand vous savez, il y a une technique qui est diffusée dans la grande presse, c'est difficile de convaincre un patient qu'on va lui proposer, une chance sur deux, qu'on lui propose l'autre technique. Donc ça peut poser un problème. Mais il existe, et ça, il existe, hein, ça je vous jure, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, d'autres plans expérimentaux avec randomisation qui peuvent répondre à ces problèmes et qui peuvent être utilisés dans certaines circonstances. Et puis de temps en temps, il ne faut pas être aussi dogmatique, hein, il faut s'adapter à la problématique. On a des essais prospectifs non randomisés qui peuvent être utilisés, mais je pense qu'on les utilise dans les cas où on ne peut pas utiliser des essais randomisés. Il y a des circonstances. Voilà. Mais bon, je vous ai décrit le monde idéal. Hein, c'est bien toujours de rêver. Hein, mais en France, malheureusement, c'est un peu le parcours du combattant, hein, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Déjà, pour les aspects réglementaires, et vous pourrez interroger encore M. Ghislain, tout le monde n'est pas parfaitement au courant. Quand est-ce que c'est d'ailleurs définition d'un dispositif par rapport à un médicament? Des fois, il y a des limites, ce n'est pas toujours aussi évident. Il y a des aspects réglementaires dont souvent les équipes connaissent mal, voire pas du tout. Et puis, il y a l'autre aspect. C'est vrai que dans l'aide méthodologique, et M. Dubien en a parlé, c'est l'accompagnement, ce qu'on appellerait l'accompagnement pour tout ce qui est innovation, il y a un besoin. Il est insuffisant en France, ça c'est une évidence. Et notamment, on peut créer d'autres structures. Ça, en France, on est les champions du monde pour créer des multicouches. Mais je pense qu'on a des structures de recherche universitaires. Je pense qu'il y a peut-être là à améliorer les choses. Parce que souvent, les structures de recherche universitaires connaissent le médicament, connaissent d'autres choses, mais connaissent souvent
pas toujours bien le développement clinique du dispositif. Je pense que là, il y a un besoin de travailler avec eux pour essayer d'accompagner toutes les équipes. Et je pense que le travail en partenariat entre les industriels, le monde des cliniciens et les structures universitaires, je pense que là, on améliorera les choses. Et puis, les collaborations européennes sont indispensables. Je pense que là aussi, il va falloir aussi travailler avec l'Europe pour développer des études et travailler aussi pour l'élaboration des guides méthodologiques pour aider les équipes à développer Et puis, les sources de financement, là aussi, il y a un manque de lisibilité évidente. On ne sait pas toujours où trouver les financements, alors qu'ils existent, ils existent. Et souvent, il y a des petites PME qui ont d'énormes difficultés à trouver ces financements. Enfin, en conclusion, je pense que je n'aurais pas été trop long, je pense qu'il y a une règle, un développement clinique bien conduit valorise une innovation. Parce que quand vous démontrez qu'il est meilleur avec des essais bien faits, vous valorisez cette innovation dans l'intérêt des patients. C'est vrai qu'au départ, il y a certainement des contraintes, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus contraignant, mais au bout du compte, c'est plus intéressant. Et je pense que ça pose une technologie qu'on diffuse comme ça, sans essai ou de manière sauvage, ça pose un problème éthique et fait courir des risques injustifiés. Et je voudrais citer cette phrase de Francis Moore qui dit « Toute équipe doit éviter d'exploiter l'espoir des patients en testant une nouvelle technologie de manière inappropriée. » Je vous remercie. C'est vrai. Comment ? Alors, c'est effectivement, ça revient à la question précédente, c'est l'intra-GHS, c'est-à-dire que puisque le produit qu'on vous demande de tester, il a le marquage CE, donc comme les implants de paroi sont dans l'intra-GHS, on peut les faire rentrer. Tant qu'on n'aura pas d'exigence ou que une liste positive sera produite pour ces dispositifs, les gens n'auront pas d'intérêt à faire d'études pour l'instant. C'est pas. Oui. Que certains dispositifs est très coûteux, mais s'ils ont un bénéfice sur la suite du patient, sur le plan économique, ça vaut le coup d'être retenu. Or, cette évaluation médico-économique, d'une part, est rarement réalisée, d'autre part, toujours très difficile. Oui, tu as raison. Alors, je me suis placé... tu as raison, ça c'est vrai que... Mais avant de faire une étude médico-économique, il faut d'abord qu'on puisse faire l'étude qui va démontrer l'efficacité. Ça, c'est indispensable. Et après, dans un deuxième temps, l'étude médico-économique, surtout pour des produits onéreux, tu as tout à fait raison, est nécessaire. Mais c'est encore une autre logique, parce que faire une étude médico-économique bien faite, ça demande de travailler avec des économistes, etc. C'est très compliqué aussi. Ça double le temps d'étude. Ah oui, oui, tout à fait. Il faut également le faire de façon randomisée. Au moins un comparateur. Ça pourrait être associé dès le début, le plus souvent. Oui, félicitations. Je voulais vous poser la question, vous n'avez pas évoqué du tout les tracker studies que les anglo-saxons utilisent notamment en chirurgie, parce qu'on parle toujours des études randomisées. On s'aperçoit que les études randomisées demandent une durée pour pouvoir tirer des conclusions qui est relativement importante, et comme de façon simultanée, la diffusion sur le marché de mêmes produits se fait, on s'aperçoit souvent que les gens sortent des études au bout de 3 ans ou 4 ans d'études bien ou mal faites, mais faites, alors que ça fait déjà 2 ans que le produit étudié n'est plus utilisé par personne, parce que la simple observation de ce qui s'est passé fait que les gens se sont aperçus que l'étude ne marchait pas. Or, il y a dans les journaux anglo-saxons notamment et anglais plusieurs travaux là-dessus qui montrent que, et c'est valable aussi pour les dispositifs médicaux implantables, que
le fait de suivre de façon rigoureuse des dispositifs mis en place permettent assez rapidement de voir, comme vous l'avez très bien dit, alors sur les complications, sur l'efficacité. Or, vous ne l'avez pas du tout évoqué. Et je dois dire, on a eu, et Jean-Michel Dubernard est forcément au courant, une réunion au ministère il y a 2 mois en urologie sur les problèmes des ultrasons à haute intensité. Et pour la première fois en 10 ans de bataille, le ministère avait accepté de ne plus parler d'études randomisées, de faire une étude observationnelle comparative des différentes méthodes de traitement pour tirer des conclusions, parce que sinon, on se retrouve, les études randomisées ne sont jamais faites, on en parle toujours dans les sociétés savantes, et voilà. Donc, quel est votre avis là-dessus? Alors, mon avis, c'est, vous avez vu, c'est dans la diapo, on peut proposer dans certaines circonstances d'autres types d'essais. Mais ce qu'il faudrait aussi pour éviter, lorsqu'une technique est diffusée où c'est pratiquement impossible de faire l'essai, c'est de démarrer l'essai très rapidement. Dès que c'est moi qui... Bon, vous m'entendez? Non. Oui. Non, mais c'est bon, je parle assez fort, sinon... oui, donc, effectivement, mais je pense pour éviter... Alors, tout dépend aussi, on ne fait pas des études randomisées pour tout et n'importe quoi, c'est bien évident. Mais pour un produit très innovant, très novateur, c'est important de les faire très rapidement avant que la technique soit diffusée. Et là, on pourra les réaliser, les études randomisées. Alors là, le produit dont vous citez, c'est évident que c'est trop tard, c'est évident. Donc on peut accepter, mais avec des doutes quand même, ce genre d'études, hein, dans certaines circonstances. Mais le conseil que je donnerais, le message que ça va passer, c'est que dès qu'il y a vraiment, pour un DM, ou même une technique très innovante, qui va vraiment être une rupture par rapport à ce qui existe, c'est de la démarrer très rapidement, même si la technique n'est pas encore parfaitement stabilisée, parce qu'on peut très bien l'inclure dans le protocole et l'adapter, etc. Et ça évite ce genre d'écueil où, si on fait un essai 2-3 ans après la diffusion, c'est trop tard, il n'y a aucune... Voilà le message qu'on pourrait faire passer.